mais d'autre part, devant la vulgarité, la barbarie qui nous menace maintenant dans les médias, dans l'amnésie organisée de la scolarité, c'est l'amnésie, n'est-ce pas? On enseigne l'oubli. Je lutte pour que les grandes œuvres atteignent encore ceux pour lesquels ils pourraient être indispensables. Je n'arrive pas à m'imaginer un jour de ma vie sans musique, par exemple. Ça ne va pas, ça ne marche pas. J'ai encore, Dieu merci, une mémoire considérable. Je connais beaucoup de littérature par cœur. Alors, si la vue flanche, il y a énormément de choses que je peux encore me raconter. Mais ne pas entendre la musique m'est presque inconcevable. Là, il faudrait avoir le courage de se mettre une balle dans la tête. Car la musique, qui est un mystère total, nous fêtons tous en ce moment le centenaire de Lévi-Strauss. Je cite toujours sa phrase, « Invention de la mélodie, mystère suprême des sciences de l'homme ». Effectivement, qu'est-ce que c'est que d'inventer une grande mélodie? Et m'effraie le vide maintenant dans la jeunesse. Mais attention, il y a des prépubères qui jouent maintenant avec des ordinateurs très complexes et qui arrivent à maîtriser des systèmes de logique qu'on appelle non modales. Et si je dis à cet enfant « tu es illettré », il me répond « non, c'est toi qui es illettré ». C'est le dialogue des sourds qui commence entre nous et les générations de l'ordinateur, les virtuoses de ce nouveau monde qui est celui. On dit que jamais Obama ne veut que le BlackBerry ne quitte sa main. Il a même... J'adore les anecdotes, ben trovato, d'après lesquelles, bien sûr, les mafiosos se font enterrer avec leur BlackBerry et parfois, pendant l'enterrement, on entend sonner. C'est très beau. C'est probablement une invention, mais elle est très belle, elle est très riche. On prend son iPod pour la mort. C'est un nouveau monde. Il sera très riche. Par exemple, les scientifiques autour de moi à Cambridge, le matin, leurs messages viennent de Moscou, Berkeley, Stanford, Tokyo. On se parle, on travaille ensemble à un même problème, on échange des critiques, on pose des questions, c'est fantastique. Il y a maintenant un web planétaire de la pensée scientifique qui risque de tout changer. Est-ce que ça veut dire que l'unique solitude d'une lecture bien faite, c'est la phrase de Peggy, la lecture bien faite, que le rapport silencieux avec un grand poème, un texte, vont s'éteindre? Non, j'espère que non. Mais ce n'est pas certain. Pour l'instant, nous sommes dans une période de transition. Probablement l'écrivain le plus grand de notre époque, Beckett, le maître des maîtres, les dernières 10 ans, d'abord il y a 2 voix, puis il y a une voix, puis il y a le noir et un cri, et puis il n'y a même plus de cri. Il y a une bouche ouverte. C'est une parabole, si vous voulez, allégorique de la grande crise de la parole. Lui débute en écrivant sur Dante, et il finit par le cri dans le noir. Il a compris plus que tous les autres, et si vous voulez, tous les matins je me lève et je me cite cette phrase magnifique de Beckett, il faut rater, faillir, il faut s'y remettre et rater mieux, n'est-ce pas? Fail better. C'est le plus qu'on puisse espérer. Dans chaque langue, le niveau de tabou est différent, le niveau de l'argot est différent, la cadence de la séduction est différente. Le monde de l'amour en français n'est pas celui du tout en anglo-américain. Et c'est très intéressant. Et je voulais, dans ce chapitre, j'espérais, avec une certaine ironie et une certaine fiction, soulever la question. C'est une histoire qui m'a toujours frappé et j'y ai beaucoup pensé en vous lisant. Elle raconte que l'histoire de deux, sans doute que vous la connaissez, de 2 immigrés allemands qui se rencontrent à New York après-guerre
et qui s'étaient perdus de vue à travers l'immigration. Ils ne se sont plus vus depuis 20 ans. Il dit, ah, mais comment vas-tu? Ah, mais ça va bien, tout ça en anglais. Qu'est-ce que tu deviens et tout va bien? Oui, j'ai refait ma famille, j'ai refait ma vie, etc. Et puis, après 10 minutes, un quart d'heure, un des deux demande à l'autre, ah, mais est-ce que tu es heureux? Are you happy? Et l'autre lui répond, oh yes, of course, I'm happy, aber ich bin nicht glücklich. Mais c'est... Pour dire que oui, glücklich est même presque le bonheur semble quelque chose d'universel. Mais regardez les événements des derniers jours. Ce pilote, miracle, qui atterrit dans le Hudson. La pauvreté de la langue américaine quotidienne, tout à coup, devient une gloire transcendante. Vous l'avez vu, un passager se lance vers lui, à ses genoux, l'embrasse. Vous avez sauvé ma vie, ma femme, mes enfants. You're welcome. La réponse la plus transcendentalement banale qui soit. Mais c'est immortel. Ce You're welcome va passer dans toutes les mythologies. Et certainement, si on disait à monsieur, mais c'est un coup de génie, il dirait, mais non, non, you're welcome. Qu'est-ce qu'on dit qu'ici? Quelqu'un vous dit merci, you're welcome. et là, la pauvreté relative, parce que Shakespeare est beaucoup plus riche que toute la littérature française. Shakespeare a 24 000 mots, Racine moins de 3 000, c'est une statistique importante. Mais là, la simplicité, si vous voulez, oui, la banalité américaine devient une très grande gloire.